Ils ont jugé ma valeur à l'épaisseur du coton de mon t-shirt. Ils ont ricané en voyant mes baskets usées par le confort, pas par la pauvreté. Ce qu'ils ignoraient, alors qu'ils trinquaient avec leur champagne tiède et leur sourire de façade, c'est que j'avais racheté leur entreprise le matin même, entre deux gorgées d'espresso. Parfois, fut-elle la personne la plus bruyante dans la pièce et celle qui a le plus peur, et parfois, le véritable pouvoir est celui qui reste silencieux, jusqu'à ce que son pilote ne fasse trembler les vitres. Mais revenons quelques heures en arrière. Tout a commencé par une enveloppe. Une simple enveloppe couleur crème, un peu trop épaisse, avec des lettres dorées en relief qui criaient le désespoir de paraître important. J'étais dans mon bureau, au 45e étage de la tour de verre qui abrite le siège de mon holding. De là-haut, la ville ressemble à un circuit imprimé, un flux incessant de lumière et d'ambition minuscule. Le silence ici est absolu. C'est le luxe ultime que l'argent achète. Le silence. Loin du bruit, loin de la fureur, loin de la médiocrité. Ma secrétaire, Élise, a posé le courrier sur mon bureau en acajou massif. Elle a hésité une seconde. « Monsieur, c'est un courrier personnel. Il n'y a pas d'expéditeur professionnel, » a-t-elle dit doucement. J'ai hoché la tête, la remerciant d'un geste de la main. Quand la porte s'est refermée, j'ai pris l'enveloppe. Je savais ce que c'était avant même de l'ouvrir. 15 ans. Cela faisait exactement 15 ans que j'avais quitté ce lycée de banlieue, le dos courbé sous le poids d'un sac à dos trop lourd et d'une honte sociale encore plus pesante. Lycée Saint-Exupéry, réunion des anciens élèves, promotion 2010. J'ai senti un rire amer monter dans ma gorge. Le passé a cette capacité étrange de vous mordre la nuque au moment où vous vous y attendez le moins. Soudain, je n'étais plus Maxence, le PDG redouté que les magazines financiers surnommaient le fantôme pour sa discrétion et son efficacité impitoyable. J'étais de nouveau Max le pauvre. Les souvenirs ont afflué, brutaux et non filtrés. J'ai revu la cafétéria, j'ai revu Kevin avec sa mâchoire carrée, ses polos de marque dressés aux couleurs vives, son assurance bâtie sur l'argent de poche de son père. Il était le roi de la cour de récréation, le dieu soleil autour duquel gravitaient les autres planètes mineures. Et moi, j'étais le trou noir. Je me souviens d'un mardi pluvieux. J'avais des chaussures dont la semelle se décollait légèrement. Je n'avais pas les moyens d'en changer ce mois-là. Ma mère faisait des ménages doubles pour payer le loyer. Kevin l'avait remarqué. Il s'était mis au milieu du réfectoire, pointant mon pied du doigt. « Hé, regardez Max, ces chaussuraises ont faim, elles ouvrent la bouche. » Tout le monde avait ri, un rire collectif, cruel, unanime. Même Sophie avait ri. Sophie, la fille aux yeux noisettes que je regardais en secret pendant les cours de mathématiques. Son rire m'avait fait plus mal que toutes les insultes de Kevin réunies. Ce jour-là, j'avais compris une leçon fondamentale. Dans ce monde, si tu ne montres pas ta valeur, les gens supposent que tu n'en as aucune. J'ai posé l'invitation sur le bureau. Le papier doré brillait sous la lampe halogène. Pourquoi irais-je ? Je n'avais rien à prouver. Mon compte en banque était une vengeance suffisante. Je pouvais acheter le lycée, le raser et construire un parc d'attractions à la place si je le voulais. Mais la curiosité est un poison lent. Je voulais voir. Je voulais voir ce que le temps avait fait de leur certitude. Je voulais voir si Kevin était toujours le roi, maintenant que le terrain de jeu était la vraie Stobrévie et non plus la cour de récréation. Je me suis levé et je me suis dirigé vers le vestiaire privé adjacent à mon bureau. C'est là que je garde mes costumes pour les réunions d'urgence, mes smokings pour les galas de charité. J'ai effleuré les tissus, laine froide italienne, soie sauvage, cachemire vicuna. Un costume sur mesure de Savile Row coûte le prix d'une voiture citadine. Si je portais ça ce soir, le jeu serait terminé avant même d'avoir commencé. Si j'entre dans cette salle avec une montre Patek Philippe au poignet et un costume à 5000 €, ils changeront instantanément. Leurs sourires deviendront mielleux. Kevin me donnera une tape dans le dos en m'appelant « mon vieux pote ». Sophie me regardera avec cet intérêt calculateur que je connais trop bien chez les chercheurs d'or modernes. Ils respecteront mon argent, pas mon parcours. Ils respecteront mon portefeuille, pas mon âme. Non, ce serait trop facile, trop vulgaire. Je veux la vérité, je veux voir leur vrai visage, ceux qu'ils réservent aux perdants. Je veux sentir leur mépris une dernière fois, pour mieux savourer la leçon que je m'apprête à leur donner. J'ai repoussé les cintres des costumes. Tout au fond, il y avait ma section confort. J'ai sorti un t-shirt gris. À l'œil nu,
Pour un non-initié, c'est un simple t-shirt en coton gris chiné, un peu lâche, presque banal. On pourrait croire que je l'ai acheté en solde dans une grande surface. En réalité, c'est une pièce unique en mélange de soie et de coton égyptien, tissée à la main par une maison italienne qui ne fait pas de publicité. Il coûte 600 €. C'est l'essence même du stealth wealth, la richesse furtive. Le confort absolu pour celui qui le porte, l'invisibilité totale pour celui qui regarde. J'ai enfilé le t-shirt. Il a glissé sur ma peau comme une seconde nature. J'ai mis un jean brut, sans marque apparente, et une paire de baskets blanches, propres mais simples. Pas de logo, pas de crocodile, pas de cheval, pas de bande. Rien. Juste moi. Je me suis regardé dans le grand miroir. Je ressemblais à n'importe quel trentenaire qui galère un peu, peut-être un freelance en informatique qui cherche encore sa voie, ou un employé de bureau fatigué le week-end. L'illusion était parfaite. J'ai retiré ma montre. C'était le geste le plus difficile. Mon poignet semblait nu. J'ai laissé mon téléphone professionnel, crypté et sécurisé sur le bureau. J'ai pris mon vieux smartphone personnel, celui avec l'écran légèrement fissuré que je garde pour les commandes de pizza incognito. Je suis retourné vers la baie vitrée. Le soleil avait commencé à se coucher sur la ville, peignant le ciel de nuances violettes et orangées. J'ai sorti mon autre téléphone, le noir, et j'ai composé un numéro rapide. « Capitaine ? » ?»« Oui, monsieur, » a répondu la voix calme de mon pilote en chef. « Préparez l'oiseau, j'aurai besoin d'une extraction ce soir. » Destination ? Le château de Millemont, la réception des anciens élèves. « Bien reçu, monsieur. Atterrissage prévu ? » ?»« Non, restez en stand-by. Je vous enverrai le signal. Je veux une arrivée marquante. » »« Compris, nous ferons du bruit. » J'ai raccroché. Un sourire froid s'est dessiné sur mes lèvres. Ce n'était pas un sourire de joie, c'était le sourire du joueur d'échecs qui vient de déplacer son premier pion et qui sait déjà comment la partie va finir. Ils s'attendent à voir Max le rater, ils vont avoir ce qu'ils attendent. Je vais leur offrir le spectacle de ma médiocrité supposée sur un plateau d'argent. Je vais les laisser se baigner dans leur propre arrogance. Je vais les laisser rire, parce que celui qui rit le dernier, c'est celui qui décide quand l'hélicoptère atterrit. J'ai attrapé mes clés de voiture. Non, pas la Bentley, pas ce soir. J'ai une vieille Peugeot 206 que je garde pour des raisons sentimentales. Ma toute première voiture. Elle fera parfaitement l'affaire pour compléter le tableau. Je suis sorti de mon bureau, éteignant la lumière derrière moi. Clara m'a regardé passer, surprise par ma tenue. « Vous ne rentrez pas vous changer, monsieur ?» a-t-elle demandé, un peu choquée de voir son patron milliardaire, habillé comme un étudiant en fin de droit. « Je suis déjà costumé, Clara, » ai-je répondu en appuyant sur le bouton de l'ascenseur. « Ce soir, je me déguise en souvenir. » Les portes de l'ascenseur se sont refermées, m'emportant vers le sous-sol, vers le passé, vers la fosse aux lions. J'espère qu'ils ont faim, parce que le repas risque d'être indigeste. J'ai garé ma vieille Peugeot au fond du parking, loin des SUV allemands, en leasing qui brillaient sous les lampadaires comme des trophées de chasse mal acquis. En sortant de la voiture, l'air frais de la nuit a été immédiatement remplacé par une bouffée de chaleur viciée provenant de la salle des fêtes. Même de l'extérieur, on pouvait entendre le bourdonnement, ce son particulier de 100 personnes qui parlent trop fort pour se convaincre qu'elles passent un bon moment. J'ai poussé les lourdes portes battantes, l'odeur m'a frappé en premier. Un mélange écœurant de laque pour cheveux, de parfums trop sucrés achetés en duty-free et de petits au four réchauffés. La salle était décorée avec un enthousiasme désespéré, des ballons dorés qui commençaient déjà à flétrir, des nappes en papier imitant le satin et une banderole « Bienvenue à la promo 2010 » accrochée légèrement de travers. C'était le théâtre de la classe moyenne qui rêve d'être la haute société. J'ai balayé la salle du regard. Les hommes portaient des smokings qui tiraillaient aux épaules ou flottaient rondres à la taille, la marque indélébile de la location. Les femmes scintillaient de paillettes agressives, riant un peu trop fort, vérifiant discrètement si on les regardait. Les conversations qui me parvenaient étaient toutes les mêmes, une boucle infinie de validation sociale. On vient de signer pour la maison à Bordeaux. Je vise le poste de manager régional l'année prochaine. La petite est inscrite au cours de piano, c'est hors de prix mais bon. Et puis, je suis entré dans leur champ de vision. Ce n'était pas immédiat, c'était comme une onde qui se propage dans l'eau. Les conversations près de la porte se sont tues d'abord, puis les regards se sont tournés. Puis le silence s'est étendu, gênant, lourd, collant. Je me tenais là,
une anomalie visuelle au milieu de leur carnaval de vanité. Avec mon t-shirt gris simple, mon jean et mes baskets, j'étais l'antithèse de leurs efforts. Je voyais leurs yeux me scanner de haut en bas, calculant le prix de ma tenue et arrivant à un total qui les rassurait. 0. Les chuchotements ont commencé, le bruissement des serpents. « C'est Maxence, tu es sûr ? Mon Dieu, regarde-le ! Il est donc venu en pyjama ou quoi ?» On m'avait dit qu'il avait disparu de la circulation. Apparemment, il n'a pas atterri bien haut. C'est triste quand même, 15 ans et toujours au point de départ. Je suis resté immobile, un léger sourire aux lèvres. Je ne souriais pas par gentillesse. Je souriais parce que je lisais leurs pensées, comme dans un livre ouvert. Ils étaient lissés soulagés. Ma présence, ma pauvreté apparente, validaient leur propre réussite. Tant qu'il y a quelqu'un en dessous d'eux, ils peuvent se sentir au sommet. J'étais leur miroir déformant, celui qui les rendait plus beaux par contraste. C'est à ce moment-là que la mer Rouge s'est ouverte pour laisser passer Moïse. Sauf que ce n'était pas Moïse, c'était Kevin. Il avait changé, bien sûr. Le capitaine de l'équipe de football avait laissé place à un cadre moyen bedonnant. Sa chemise blanche était tendue à l'extrême au niveau des boutons du ventre, menaçant de craquer à tout moment. Il portait une montre énorme, dorée, trop voyante, le genre de montre qui crie « j'ai de l'argent » alors qu'elle a probablement été payée en 4 fois sans frais. Son visage était rougeau, luisant de transpiration et d'alcool. Mais ses yeux n'avaient pas changé. C'étaient toujours ceux du prédateur qui vient de repérer une gazelle boiteuse. Il s'est approché de moi, un verre de whisky bon marché à la main, fendant la foule qui s'écartait respectueusement. Il voulait que tout le monde voie cette rencontre. C'était son spectacle. « Max, Maxence !» a-t-il hurlé, ouvrant les bras comme si j'étais son frère perdu de vue. Il m'a attrapé l'épaule. Sa main était moite et lourde. Il a serré un peu trop fort, un geste de domination classique. « Putain, mon vieux, ça fait un bail. Je n'étais pas sûr que tu viendrais. » Il a reculé d'un pas, me détaillant avec une exagération théâtrale. Il a pincé le tissu de mon t-shirt entre son pouce et son index, faisant une moue de dégoût fin. « Dis donc, c'est décontracté. Tu as oublié le dress code ou ta machine à laver a mangé ton costume ?» Autour de nous, des rires ont éclaté. Des rires nerveux, serviles. Il riait pour plaire à Kevin. J'ai gardé mon calme, ma voix posée, sans une once d'agressivité. J'aime le confort, Kevin. Et je n'ai jamais été fan des déguisements. Kevin a éclaté de rire, postillonnant légèrement. Le confort, cocotte, c'est ce qu'on dit quand on ne peut pas se payer le style, hein ? Non, je plaisante. Ne le prends pas mal. Tu sais que j'ai toujours eu un humour un peu direct. Il a pris une gorgée de son verre, ses petits yeux fixés sur les miens. Il cherchait la faille. Il cherchait la honte dans mon regard. Il ne trouvait que du vide, ça l'agaçait. Il devait frapper plus fort. Il a baissé la voix, adoptant un ton de fausse compassion qui était pire que n'importe quelle insulte. Il s'est tourné vers le cercle de spectateurs qui s'était formé autour de nous. « Non mais sérieusement les gars, respectez Max. Il faut du courage pour venir ici comme ça. La vie n'est pas facile pour tout le monde, on le sait. » Il s'est repenché vers moi. « Tu fais quoi maintenant, Max ? Toujours dans tes rêves ? Tu as trouvé un boulot stable ?» C'était le moment. Le piège se refermait. « Je travaille, Kevin. Je gère quelques projets, » ai-je répondu évasivement. « Quelques projets ?» a-t-il répété en se tournant vers l'auditoire. « Vous entendez ? C'est le code pour chômage ou freelance qui ne gagne rien. Écoute, Max. » Il a posé sa main sur mon épaule à nouveau, plus lourdement cette fois. Il voulait m'écraser. Je ne veux pas faire l'aumône, mais ma boîte recrute. Je suis directeur adjoint des ventes régionales maintenant, tu sais. On cherche des gars pour la logistique. Tu sais, des coursiers, des livreurs. C'est physique, il faut courir un peu, mais pour toi, avec tes baskets, tu es déjà équipé. Le silence a duré 1 seconde, puis la salle a explosé. Un rire cruel, massif, libérateur pour eux. Ils riaient de moi. Ils riaient de ma chute supposée. Kevin rayonnait. Il venait de confirmer son statut de mâle alpha en urinant publiquement sur le plus faible de la meute. « Ça paie le SMIC !» a continué Kevin, impitoyable. « Mais avec les pourboires et les heures de sup, tu pourras peut-être t'acheter une chemise pour la prochaine réunion dans 5 ans. Qu'est-ce que tu en dis ? Je te donne ma carte. » Il a fouillé dans sa poche et a sorti une carte de visite brillante. Il me l'a tendue comme on tend un os à un chien. J'ai regardé la carte, j'ai regardé son visage triomphant,
J'ai regardé la foule qui attendait ma réaction, espérant me voir pleurer ou m'enfuir. Dans ma tête, je calculais. Mon entreprise avait acquis sa société mère à 9 heures ce matin. Techniquement, Kevin était un employé à l'ESA dans l'une de mes filiales les plus insignifiantes sans même le savoir. Je tenais son destin, son prêt immobilier et son leasing de voiture allemande dans le creux de ma main. J'ai pris la carte. Je l'ai regardé avec attention. C'est très généreux de ta part, Kevin, ai-je dit doucement. Directeur adjoint, c'est impressionnant. On fait ce qu'on peut, a-t-il répondu, gonflant le torse, prenant mon calme pour de la soumission. Je vais garder ça précieusement, ai-je ajouté en glissant la carte dans la poche arrière de mon jean. On ne sait jamais de quoi demain sera fait. Il m'a donné une tape condescendante sur la joue. C'est bien, Max, tu as appris ta place. Allez, va te chercher un verre de punch, c'est gratuit ce soir. Profites-en. Il s'est détourné, persuadé d'avoir gagné. La foule a commencé à se disperser, satisfaite du spectacle. J'étais le bouffon et le roi avait parlé. Je suis resté là, seul au milieu de la salle bruyante. J'ai sorti mon téléphone, un message de mon pilote, moteur chaud, ETA, 15 minutes. J'ai rangé le téléphone. Le punch avait l'air immonde, mais j'allais en boire un verre, juste pour faire durer le plaisir. La tragédie grecque ne faisait que commencer, et il ne savait vraiment pas encore que le rôle de la victime avait été redistribué. J'ai pris un verre sur la table, recouverte de la nappe, en papier imitation damassé. C'était du champagne, ou du moins, c'est ce que prétendait l'étiquette dorée qui se décollait à cause de l'humidité ambiante. En réalité, c'était un vin mousseux tiède, acide, qui laissait un arrière-goût de métal et de maux de tête futurs. J'ai bu une gorgée. C'était le goût parfait de la soirée, le goût de la prétention bon marché. Je me suis adossé à une colonne en faux marbre, un peu à l'écart, observant la faune. Depuis l'intervention de Kevin, j'étais devenu une sorte de paria radioactif. Les gens me jetaient des coups d'œil furtifs, mélange de pitié et de dégoût amusé, mais personne n'osait s'approcher. J'étais la preuve vivante de l'échec qu'ils redoutaient tous. Rester près de moi, c'était risquer d'être contaminé par la poisse. J'ai vu Kevin au centre de la piste de danse, entouré d'une cour de sycophantes. Il mimait des mouvements de golf imaginaires, expliquant sans doute comment il avait verrouillé un deal au trou numéro 9. C'était pathétique, c'était fascinant. C'est alors que je l'ai vu se détacher du groupe. Sophie, elle s'est dirigée vers moi, non pas avec l'élan d'une vieille amie, mais avec la détermination lente d'un juge s'apprêtant à lire un verdict. 15 ans avaient passé. Elle était toujours belle, d'une certaine manière, mais c'était une beauté fatiguée, maintenue à bout de bras par des artifices. Sa robe rouge était trop serrée, couverte de paillettes qui accrochaient moi la lumière de manière agressive. À son bras pendait un sac à main avec un énorme logo de marque, un modèle d'entrée de gamme, celui qu'on achète pour que les autres sachent qu'on a payé cher, pas parce qu'on aime le cuir. Ses cheveux étaient figés par une quantité industrielle de lac. Elle s'est arrêtée devant moi, me bloquant la vue sur la sortie. Elle m'a scanné, des baskets à la tête. Ses yeux noisettes, autrefois pétillants, étaient devenus durs, calculateurs. J'y ai lu une comptabilité froide. Actif, 0. Passif, probablement énorme. Intérêt, nul. « Salut, Maxence », a-t-elle dit. Sa voix se voulait douce, mais elle sonnait comme du verre pilé. « Bonsoir, Sophie. Tu es ravissante. » C'était un mensonge poli. Elle avait l'air épuisée. Elle avait l'air d'une femme qui passe ses nuits à compter les factures et ses jours à faire semblant sur Instagram. Elle a laissé échapper un petit rire sec, secouant ses cheveux cartonnés. « Oh, merci. On essaye de se maintenir, tu sais. Avec la vie qu'on mène, les galas, les voyages, l'entreprise de mon mari, c'est éreintant. Elle mentait. Je le savais. J'avais fait mes recherches. Son mari était un agent immobilier endetté jusqu'au cou et leur vie de rêve était financée par des crédits à la consommation renouvelable. Mais j'ai hoché la tête. J'ai joué le jeu. J'imagine, ai-je répondu sobrement. Elle avait appris une gorgée de son verre, laissant une trace de rouge à lèvres vives sur le rebord en plastique. Elle avait fait un pas de plus vers moi, envahissant mon espace personnel. L'odeur de son parfum, lourd et entêtant, m'a pris à la gorge. « J'ai vu Kevin tout à l'heure », a-t-elle commencé, baissant le ton pour créer une fausse intimité. « Il a été dur avec toi. Il a été égal à lui-même. »« C'est pour ton bien, Max », a-t-elle coupé, son regard devenant soudainement tranchant. « Il faut que quelqu'un te le dise. Regarde-toi.
Elle a fait un geste vague désignant ma tenue. On a 33 ans, Max. On n'est plus au lycée. Venir ici, habillé comme un adolescent qui n'a pas grandi, c'est un manque de respect. Pour nous, pour ceux qui ont réussi. J'ai senti un sourire naître au coin de mes lèvres, malgré moi. La réussite se mesure au costume, Sophie. Elle a levé les yeux au ciel, exaspérée par ma naïveté feinte. La réussite, côté, ça se voit, Max, ça brille. Regarde Kevin, regarde mon sac. C'est ça, la vie d'adulte. C'est montrer qu'on a gagné. Toi, tu étais l'image même de la défaite. Et le pire, c'est que tu n'as même pas l'air d'avoir honte. Elle s'est rapprochée encore un peu, sa voix devenant un murmure venimeux. C'était le moment qu'elle attendait, le moment de valider ses propres choix de vie en écrasant les miens. Tu sais, a-t-elle continué, je me souviens qu'en terminale, j'ai hésité. Tu étais gentil, tu étais intelligent. Oui, il y a eu un moment où je me suis dit, pourquoi pas Max? Et la femme marquait une pause théâtrale, me fixant droit dans les yeux. Ce soir, je regarde tes baskets sales, je regarde ce t-shirt gris qui n'a aucune forme, et je remercie le ciel. Je remercie Dieu chaque matin de ne pas avoir fait cette erreur. Tu imagines? Si j'étais venu ce soir à ton bras, quelle honte! Mon Dieu, quelle honte ce serait de se tenir à côté d'un raté devant tout le monde. Les mots ont flotté dans l'air, entre nous, lourds et définitifs. Elle voulait me blesser. Elle voulait voir des larmes ou de la colère. Elle voulait que je m'effondre pour qu'elle puisse se sentir grande. Mais je n'ai rien ressenti de tel. J'ai ressenti une immense pitié. Elle était prisonnière d'une cage dorée dont la peinture s'écaillait, et elle essayait de me convaincre qu'elle était libre. À cet instant précis, ma poche a vibré. Une vibration longue, 2 vibrations courtes, le signal. J'ai sorti mon téléphone lentement, l'écran s'est allumé, éclairant mon visage dans la pénombre du coin de la salle. Message du capitaine. L'oiseau est en finale courte, pause dans 120 secondes. Accrochez-vous, patron. J'ai rangé le téléphone, j'ai relevé la tête vers Sophie. Mon expression avait changé. La masque de Max, le pauvre, commençait à se fissurer, laissant entrevoir le loup qui dormait dessous. Ma posture s'est redressée. Mon regard s'est intensifié, perdant sa douceur feinte pour retrouver l'acier froid des salles de négociation. Tu as raison, Sophie, ai-je dit d'une voix calme, mais qui portait soudain une autorité nouvelle. La vie est faite de choix, et parfois toutes les apparences de sont trompeuses. Elle a froncé les sourcils, déstabilisée par mon changement de ton. Elle a reculé d'un demi-pas, instinctivement. Qu'est-ce que tu racontes? Tu as bu? J'ai posé mon verre en plastique sur la table, je n'en avais plus besoin, le théâtre était fini. Je dis juste que parfois, Sophie, le silence coûte plus cher que le bruit. Et parfois, un bruit sourd, lointain, a commencé à se faire entendre. Un battement rythmique, grave, qui ne venait pas de la sono du DJ. Tchouf, tchouf, tchouf. C'était encore faible, mais je le sentais dans le sol. Je le sentais dans mes semelles. Parfois quoi? A-t-elle demandé, agacée, ne percevant pas encore le grondement qui montait. J'ai regardé ma montre imaginaire, puis j'ai regardé vers la grande baie, vitrée, qui donnait sur la terrasse et le jardin. Parfois, le carrosse arrive un peu en retard. Mais quand il arrive, il a tendance à décoiffer. Le verre sur la table déjà tremblé. De petites ondes circulaires se sont formées à la surface du liquide jaunâtre. Le bruit s'est amplifié, devenant un vrombissement physique qui faisait vibrer la poitrine. Sophie a regardé autour d'elle, inquiète. La musique s'était arrêtée, ou du moins, on ne l'entendait plus. Les conversations se figeaient. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a demandé quelqu'un près de nous. J'ai souri à Sophie, un vrai sourire cette fois. Prédateur. « C'est la fin du premier acte, Sophie. Tiens bien ton sac. » Le vent commençait à se lever dehors. Ce n'était plus un son, c'était une vibration osseuse, une fréquence basse et autoritaire qui prenait possession de tout l'espace. Le verre de champagne que j'avais reposé sur la table s'est mis à glisser tout seul, poussé par les tremblements de la nappe en papier. Le DJ, un garçon de 20 ans, qui passait de la musique pop des années 2000, a arraché son casque, les yeux écarquillés. La musique s'est coupée brutalement, mais le silence n'est pas venu. À la place, le rugissement extérieur a envahi la salle, engloutissant les murmures, les rires et les insultes. « C'est quoi ce bordel ?» a hurlé Kevin, sa voix de stentor perdue dans le vacarme grandissant. Il regardait le plafond, comme s'il craignait qu'il ne s'effondre. Les invités ont commencé à paniquer. C'est fascinant de voir à quelle vitesse le vernis social craque face à l'inconnu. Les sourires mielleux ont disparu, remplacés par une peur primitive.
Quelqu'un a crié. C'est la police? Une descente? Une autre voix, plus aiguë. Une explosion? Il y a le feu? Ils se sont précipités vers les grandes baies vitrées qui donnaient sur le jardin arrière. Une masse compacte de smoking loués et de robes à paillettes se bousculant pour voir. Sophie, bousculée par la foule, a lâché mon bras et s'est retrouvée plaquée contre la vitre. Je suis resté en retrait, immobile, savourant chaque seconde. J'ai vérifié l'heure sur mon téléphone fissuré. Pile à l'heure, la précision suisse alliée à la puissance aéronautique. Dehors, la nuit s'est déchirée. 2 projecteurs surpuissants, d'un blanc chirurgical, ont transpercé l'obscurité, balayant la pelouse mal entretenue de la salle des fêtes. La lumière était si intense qu'elle a projeté les ombres des invités contre les murs intérieurs de la salle, créant une danse fantomatique de silhouettes effrayées. Puis, le monstre est apparu. Il ne s'agissait pas d'un hélicoptère de tourisme, de ces moustiques bruyants qu'on loue pour un baptême de l'air. C'était un Airbus ACH 160, la version VIP. Une bête de métal noir mat, aux lignes futuristes, profilée comme un requin, valant plus que le PIB de la petite ville où nous nous trouvions. Ses pales, dont les extrémités étaient incurvées pour réduire le bruit en croisière, fouettaient maintenant l'air avec une violence calculée pour l'atterrissage. Le souffle du rotor, le downwash, a frappé le sol avant la machine. Ce fut le chaos instantané sur la terrasse. Les chaises en plastique blanc se sont envolées comme des fétus de paille, allant s'écraser contre les arbustes. Les nappes des tables d'extérieur se sont arrachées, voyant valser les cendriers et les verres vides. C'était une scène biblique, le vent de la puissance balayant les débris de la médiocrité. À l'intérieur, les vitres tremblaient tellement que j'ai cru qu'elles allaient exploser. Les invités reculaient, terrifiés mais hypnotisés. Ils n'avaient jamais vu une telle machine de si près. C'était un objet venu d'un autre monde, un monde où l'on ne compte pas les tickets restaurants, un monde où l'on traverse les continents comme on traverse la rue. L'hélicoptère a pivoté avec une grâce terrifiante, son nez pointé directement vers la salle de réception. Sur le flanc de l'appareil, éclairé par les lumières de position, un logo discret mais reconnaissable brillait en argent. Un M stylisé entrelacé d'un V. J'ai vu Kevin plisser les yeux. J'ai vu son cerveau lent essayer de faire le lien. Il connaissait ce logo. Tout le monde connaissait ce logo. C'était celui du groupe qui possédait la chaîne de supermarchés où il faisait ses courses, la banque où il avait son crédit et la société de télécom qui gérait son abonnement téléphonique. C'était le logo de M. Brychkove Holdings. L'hélicoptère s'est posé. Les trains d'atterrissage ont touché l'herbe avec une douceur qui jurait avec la violence du vent. Les suspensions ont absorbé le poids de la bête. Les turbines ont changé de régime, passant d'un hurlement de rage à un sifflement aigu, celui d'un moteur de jet au repos. Le vent est retombé, mais l'air restait chargé d'une odeur âcre et enivrante. Le kérosène jette à 1. L'odeur de l'argent liquide brûlait à haute vitesse. Un silence de mort est tombé dans la salle. Personne ne bougeait, personne ne parlait. Ils attendaient de voir qui allait sortir. Une star de cinéma, un chef d'État, le propriétaire des lieux. Je me suis détaché du mur. J'ai traversé la foule. Les gens s'écartaient, sans même me regarder, leurs yeux rivés sur la machine dehors. J'étais toujours le fantôme, l'invisible en t-shirt gris. Je suis arrivé à la hauteur de Kevin et Sophie. Ils étaient pétrifiés. Kevin avait la bouche entr'ouverte, un filet de transpiration coulant sur sa tempe. Sa main tenait toujours son verre vide, les jointures devenaient blanches. Sophie, elle, avait les mains plaquées sur sa coiffure, ruinée par l'humidité, les yeux écarquillés par la convoitise et la peur. « C'est qui ?» a balbutié Kevin. Je me suis arrêté juste à côté de lui. J'ai regardé l'hélicoptère. J'ai regardé les pales qui tournaient encore lentement, coupant l'air avec un whoosh-whoosh hypnotique. « Belle machine !» ai-je commenté, comme si je parlais de la météo. Kevin a sursauté, comme s'il avait oublié ma présence. Il s'est tourné vers moi, l'agressivité reprenant le dessus par réflexe de défense. « Qu'est-ce que tu en sais, toi ? Pousse-toi, Max. C'est sûrement quelqu'un d'important. On ne veut pas qu'il te voie et qu'il croie que c'est une soupe populaire ici. » Tu as raison, Kevin. L'image, c'est important. À cet instant, la porte latérale de l'hélicoptère a coulissé électriquement. Un marchepied s'est déployé automatiquement, illuminé par des LED bleutés. Un homme a sauté sur la pelouse. Il ne portait pas de smoking. Il portait une combinaison de vol grise, ajustée, avec des galons sur les épaules,
et un casque sous le bras. Il avait l'allure militaire, précise, efficace. Il a balayé la terrasse du regard, ignorant la foule agglutinée derrière les vitres. Il cherchait quelqu'un. Il a ajusté son micro-casque, a dit quelque chose, puis s'est dirigé d'un pas décidé vers la porte-fenêtre où nous nous trouvions. Il a ouvert la porte sans hésiter. Le vent froid et l'odeur de kérosène se sont engouffrés dans la salle chaude et moite. Kevin s'est redressé, bombant le torse. Il a cru, l'espace d'une seconde délirante, que le pilote venait pour lui. Après tout, n'était-il pas le roi de cette soirée ? Il a tout esquissé un sourire, prêt à tendre la main, prêt à dire « Bienvenue, je suis le responsable ici ». Le pilote est entré. Il a marché droit sur Kevin. Kevin a tendu la main. « Bonsoir, je suis que… » Le pilote l'a contourné sans même un regard, comme on contourne un meuble gênant. Il n'existait pas. Le pilote s'est arrêté devant moi. Il a claqué les talons. Un claquement sec, militaire, qui a résonné dans le silence absolu de la salle. Il a incliné la tête avec un respect profond, une déférence qui ne s'achète pas, celle d'un professionnel envers son commandant. « Monsieur !» dit-il d'une voix claire et forte. Toute la salle retenait son souffle. Sophie a tourné la tête vers moi, ses yeux s'agrandissant démesurément. Kevin s'est figé, sa main toujours tendue dans le vide, ridicule. J'ai regardé le pilote. J'ai regardé mes baskets, puis j'ai relevé les yeux vers l'assemblée. Le moment était venu. « Désolé pour le retard, patron », a continué le pilote. Le contrôle aérien au-dessus de Paris était encombré. Nous sommes prêts pour le décollage immédiat. Londres attend votre signature pour la fusion. J'ai hoché la tête doucement. « Merci, capitaine. On y va. » J'ai senti les regards sur moi. Sans père Dieu, il ne voyait plus le t-shirt gris, il ne voyait plus le jean. Il voyait l'aura dorée qui m'entourait soudainement. Il voyait le monstre sortir de sa chrysalide. Je me suis tourné vers Kevin. Il était pâle, d'une pâleur cireuse, maladive. Sa carte de visite, celle qu'il m'avait donnée pour le poste de coursier, dépassait encore de ma poche arrière. J'ai sorti la carte lentement. J'ai tenu la carte de visite de Kevin entre mes doigts. Ce petit morceau de carton glacé bon marché qui, quelques minutes plus tôt, était un instrument de torture, était devenu une pièce à conviction. Le silence dans la salle était absolu. On aurait pu entendre une épingle tomber sur la moquette tachée. Même le vent dehors semblait retenir son souffle. Kevin me regardait comme s'il voyait un fantôme, ou pire, un dieu vengeur. Ses lèvres tremblaient, cherchant des mots qui refusaient de sortir. J'ai lissé la carte du pouce, j'ai pris mon temps. Le temps est un luxe que les riches possèdent et que les pauvres courent après. En cet instant, j'avais tout le temps du monde. « Kevin » ai-je commencé, ma voix résonnant clairement sans que j'aie besoin de la hausser. Il a sursauté à l'entente de son nom. « Max » a-t-il bégayé. Sa voix de stentor avait disparu, remplacée par le couinement d'une souris piégée. J'ai levé la carte à la hauteur de mes yeux, faisant semblant de la relire. « Tu m'as gentiment proposé un poste tout à l'heure. Coursier, c'est ça, avec des possibilités d'heures supplémentaires pour m'acheter une chemise. » Un murmure d'horreur a parcouru l'assemblée. Ce qui semblait être une bonne blague 10 minutes plus tôt, ressemblait maintenant à un sacrilège. Kevin est devenu écarlate, puis livide. Je plaisantais, Max. Tu sais bien, c'était pour rire. Entre vieux potes, j'ai souri, un sourire froid, tranchant. Je sais, l'humour est important. Mais vois-tu, j'ai bien peur de devoir décliner ton offre. Mon emploi du temps est assez chargé. J'ai fait un pas vers lui. Il a reculé, butant presque contre Sophie qui était restée figée derrière lui, la bouche ouverte, le visage décomposé par la réalisation lente de son erreur monumentale. « En fait, ai-je continué, il y a un détail que tu ignores. Ce matin, pendant que tu prenais ton café et que tu préparais tes blagues sur mes baskets, j'étais en conférence call avec le conseil d'administration du groupe Vertex. C'est bien ta société mère, n'est-ce pas ?» Kevin a écarquillé les yeux. Il a hoché la tête mécaniquement. Vertex était un géant, intouchable. Oui, mais ils avaient des problèmes de liquidité. Ils cherchaient un repreneur solide. J'ai signé l'acte de vente à 10h45. J'ai laissé l'information atterrir. J'ai vu le moment précis où son cerveau a traité la donnée. J'ai vu la terreur pure inonder son regard. « Tu veux dire que… » a-t-il soufflé. « Je veux dire que MV Holdings est désormais propriétaire à 100% de ta boîte, Kevin. Ce qui signifie, techniquement, je me suis penché légèrement vers lui,
envahissant son espace vital comme il l'avait fait avec le mien. Que je suis ton patron et que je déciderai lundi matin si le poste de directeur adjoint des ventes régionales est vraiment nécessaire à la nouvelle stratégie du groupe. J'ai cru comprendre que tu aimais l'humour direct. J'espère que tu apprécieras mon style de management. Kevin a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Il était détruit. Son statut, son arrogance, sa sécurité, tout venait de s'évaporer en une phrase. Il n'était plus le mâle alpha. Il était un employé en sursis face au propriétaire. Je me suis tourné vers Sophie. Elle me regardait avec une intensité effrayante. La cupidité luttait avec la honte dans ses yeux. Elle a fait un mouvement instinctif vers moi, sa main se levant, comme pour me toucher, pour effacer ses paroles, pour tenter une dernière séduction désespérée. « Max !» commença-t-elle, sa voix tremblante, essayant de retrouver des tons mielleux. « Tu sais, je n'ai jamais vraiment pensé ce que j'ai dit. J'étais juste, je l'ai coupé d'un simple regard, pas de colère, juste de l'indifférence. C'est la pire punition pour des gens comme elle, ne plus compter. Ne te fatigue pas, Sophie. Tu avais raison sur un point. Nous ne sommes pas du même monde. J'ai regardé ses chaussures à talons, bon marché, puis mes baskets. Tu mesures la valeur des gens à ce qu'ils portent. Je mesure la valeur des gens à ce qu'ils sont. Et ce soir, j'ai vu exactement qui vous étiez tous les deux. » J'ai laissé tomber la carte de visite de Kevin par terre. Elle a tourbillonné un instant avant de se poser sur le carrelage sale, près de ses chaussures cirées. « Garde-la, tu en auras peut-être besoin pour trouver un autre poste de coursier. » Je me suis détourné. Je n'ai pas attendu de réponse. Et il n'y avait plus rien à dire. Le verdict était tombé. « On y va, capitaine !» ai-je lancé au pilote. « À vos ordres, monsieur. Nous sommes donc sortis sur la terrasse. » Le vent froid m'a fouetté le visage, mais cette fois, il semblait purifiant. Il nettoyait l'odeur rance de la médiocrité et du mensonge. Je suis monté dans l'hélicoptère. L'intérieur était un cocon de cuir beige et de silence feutré. L'odeur du luxe véritable, discret, confortable, privé. Le pilote a fermé la porte latérale. Le bruit du monde extérieur s'est éteint instantanément, remplacé par le doux bourdonnement de l'air conditionné et le sifflement montant des turbines. À travers la vitre teintée, j'ai regardé une dernière fois la salle des fêtes. C'était un tableau pathétique. Ils étaient tous agglutinés contre la baie vitrée, le nez collé à la vitre comme des poissons dans un aquarium trop petit. Je voyais Kevin effondré sur une chaise, la tête dans les mains. Je voyais Sophie, pleurant, son mascara coulant sur ses joues, ruinant son maquillage parfait. Je voyais après les autres, ces spectateurs qui avaient ri de moi, me regarder maintenant avec une admiration servile et un regret amer. Ils avaient voulu voir un spectacle. Ils avaient eu une leçon. Le pilote a levé le collectif. L'hélicoptère s'est arraché du sol avec une puissance majestueuse. La salle des fêtes a commencé à rétrécir. Les visages sont devenus des points. Le parking, avec ses voitures de louer, n'était plus qu'un jouet d'enfant. Nous nous sommes élevés dans le ciel noir. La ville s'est étendue sous nous, un tapis de lumière scintillante. J'ai sorti mon téléphone professionnel, le vrai. J'ai envoyé un message rapide à mon DRH, audit complet de la filiale Vertex Région Nord. Vérifier le dossier d'un certain Kevin, nom de famille, procédure standard. J'ai verrouillé l'écran, j'ai regardé l'horizon. Londres m'attendait, de vrais enjeux m'attendaient. J'ai repensé à mon t-shirt gris à 600 €. Il n'avait vu que le gris. Il n'avait jamais touché la soie. C'est l'erreur fatale des gens bruyants. Ils croient que tout ce qui brille est de l'or et que tout ce qui est sombre est de la cendre. Ce soir, le phénix ne renaissait pas de ses cendres. Il n'avait jamais brûlé. Il attendait juste le bon moment pour déployer ses ailes. L'hélicoptère a viré vers le nord, laissant derrière lui le lycée Saint-Exupéry et ses fantômes. Je ne reviendrai plus jamais. Je n'en avais plus besoin. J'avais acheté ma paix. Et la monnaie de ma pièce avait été leur humiliation. C'est ça, le vrai karma. Il ne crie pas. Il ne se bat pas, il réussit.